Alors, oui, ce matin, je suis avec Andréane Blais, qui est notre directrice au CREC, qui va nous introduire sur le concept de la connectivité écologique et aussi, surtout, nous montrer le cas du Centre du Québec, donc les avancements que le CREC et les partenaires ont fait. La parole est à toi, Andréane. Merci, Karine. Donc, ça me fait plaisir de vous rencontrer virtuellement, mais je vous imagine tous en train d'écouter ma capsule. Je vais vous parler aujourd'hui de la connectivité écologique et notamment, comme Karine l'a mentionné, le cas du Centre du Québec. Pas long. Donc, je ne pourrais pas passer sous silence l'ensemble des initiatives québécoises actuelles en connectivité écologique. Le Conseil régional d'environnement du Centre du Québec est maître d'œuvre pour la région du Centre du Québec dans le grand projet de connectivité écologique, grand projet qui est coordonné par la conservation de la nature et de nombreux autres maîtres d'œuvre que vous voyez ici à l'écran. Et je vais vous présenter une carte où on peut voir le territoire d'action des différents maîtres d'œuvre. Donc, chaque maître d'œuvre est responsable d'une grande région. On peut voir en blanc pâle là, les différents secteurs concernés. Et ce projet est à sa phase 2. Donc, ça nous fait plaisir là, de collaborer un peu partout à travers le Québec pour le maintien de la connectivité écologique. Donc, tout d'abord, dans le cadre de cette capsule, je vais vous présenter qu'est-ce que la connectivité écologique, parce que je crois que ça peut apporter différentes connaissances dans le cadre du projet actuel de sylviculture CCC. Et je vais vous présenter comment cette définition, comment ces grands concepts-là ont été appliqués au Centre du Québec. Donc, tout d'abord, la connectivité écologique, on peut penser que c'est un grand lien, mais dans la définition plus officielle, c'est le degré de connexion entre les divers milieux naturels présents au sein d'un même paysage, au niveau de leurs composantes, de leur répartition spatiale et de leur fonction écologique. Donc, vous pouvez comprendre que la connectivité écologique, on peut voir ça comme un lien, mais c'est surtout ce lien-là où on va aller mesurer l'intégrité de ce lien-là, d'où l'importance de parler du degré de connexion. Et sans prendre le temps présentement de vous présenter une super belle vidéo, on vous laisse quand même un lien sur le site Internet du Grand Projet provincial, donc le projet que je vous ai présenté tantôt là, avec les différents maîtres d'œuvre. Vous pouvez aller sur le site connectivitéécologique.com et aller visionner là, une courte capsule vidéo de maximum 2 minutes qui va vous illustrer super bien là, le principe de connectivité écologique. Oui, vraiment belle. Et de façon illustrée rapidement, je vous présente ici l'idée du concept écologique. Donc, l'idée derrière ce concept est la protection de corridors. Et dans ce grand réseau de corridors, on intègre ce qu'on appelle différentes composantes. Des composantes, bien entendu, naturelles, mais aussi certaines composantes semi-naturelles et même anthropiques. On peut penser notamment au milieu urbain où différents éléments de la trame urbaine peuvent être intégrés à même ce grand réseau ou même au niveau agricole où différentes bâtisses peuvent aider au niveau des oiseaux champêtres. Dans ce grand réseau, on voit les grands noyaux de conservation dont ma collègue Marie-Christine va vous parler dans une autre capsule. Et ces grands noyaux qu'on peut voir ici en des cercles verts sont reliés par des grands couloirs, des corridors naturels, munis d'une zone tampon, ce qu'on peut voir en vert pâle. Donc, la zone tampon sert à réduire l'impact anthropique dans ces grands éléments, dans ces grandes composantes du réseau. Oui, OK. Pourquoi? Dans le fond, on peut se poser pourquoi on veut faire un grand réseau écologique au Québec. C'est un peu la même façon qu'on peut imaginer une grande maison où, dans la maison, on souhaite migrer vers différentes parties. Donc, les animaux, la flore aussi, donc la faune et la flore ont besoin de se déplacer d'un habitat de reproduction à un habitat d'alimentation, à un habitat aussi de protection.
Donc, ce déplacement-là, qui est très variable selon les différentes espèces, est affecté dans un contexte de changement climatique. Donc, on se doit de soutenir l'adaptation de ces espèces-là au contexte des changements climatiques. Cette carte vous illustre là, de façon très sommaire ces grands déplacements, puis on parle de déplacements qui peuvent varier là, dans le temps d'environ, bien, c'est sûr que ça dépend des espèces, là, mais on parle d'environ là, en moyenne 45 km qu'on peut s'attendre de migration de ces différentes espèces-là là, dans le contexte des changements climatiques. La carte est disponible de façon animée sur Internet. Là. Vous pouvez taper Migration and Motion sur Google, puis vous allez retrouver cette carte dynamique là, du déplacement projeté. Wow. Donc, j'espère que rapidement, je vous ai quand même donné quelques concepts nouveaux. J'espère que ces concepts-là pourront vous inspirer là, dans l'intégration de vos concepts aussi au niveau forestier, comment jumeler l'ensemble de ces concepts ensemble. Et pour vous donner plus de détails, vous pouvez aussi consulter 2 ouvrages très intéressants. Celui du CRECQ. Donc, le CRECQ a débuté en 2015 un grand projet de connectivité. Et les acteurs de la région souhaitaient avoir un guide pour orienter le projet. Donc, le projet se voulait un projet de collaboration, de concertation, d'intégration des parties prenantes. Donc, afin d'arrimer, un peu comme Karine le fait présentement, là, afin de soutenir cette démarche-là, on a vraiment créé un guide d'élaboration pour soutenir les connaissances, le partage des connaissances. Ce guide-là a été repris par de nombreux acteurs au Québec, donc on est quand même fiers de son contenu. Et récemment, il y a aussi l'UICN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui a repris, je ne sais pas s'ils se sont inspirés de notre guide, mais ont aussi rédigé les grandes lignes directrices de la conservation de la connectivité qui, somme toute, ressemblent beaucoup là, à notre premier guide qu'on a fait. Donc, 2 merveilleux ouvrages à consulter. Qu'est-ce que contient ces ouvrages? Finalement, c'est des méthodes pour identifier des corridors. On s'entend qu'on n'est pas, on ne peut pas rentrer dans la tête des animaux, malgré qu'on fait beaucoup de recherches scientifiques pour étudier le déplacement. Reste que ça demeure des approches objectives. Et ces approches-là sont vraiment guidées par vos propres objectifs en région. Donc, ça se peut que 2 acteurs réalisent des tracés de corridors dans le même territoire et qu'ils soient totalement différents. C'est pas que les méthodes sont pas bonnes, il ne faut pas rejeter ces méthodes-là, il faut revenir à l'objectif de départ qui, lui, gouverne l'établissement du réseau. Donc, c'est important de voir la vision des acteurs avant même d'aller analyser là, finalement les résultats. Ici, vous avez les 4 étapes, je vous les décris. Donc, la première, Karine, tu peux justement passer à cette merveilleuse image de nos partenaires régionaux. Donc, pour établir les objectifs du réseau de corridors en région au centre du Québec, on a consulté nos différents acteurs. Ici, vous pouvez voir une des rencontres là, régionales à laquelle on a vraiment établi les grandes visions qu'on souhaitait pour ce réseau de connectivité. Par la suite, une fois que nos objectifs sont établis, on va identifier des grands noyaux. Vous vous rappelez, là, peut-être 2-3 minutes, je vous ai présenté les composantes du réseau de connectivité. On a parlé des noyaux. Donc, il faut identifier qu'est-ce qu'on souhaite rejoindre. C'est comme une maison, vous avez des chambres. Quand vous voulez planifier les corridors dans votre maison, bien, vous réalisez, OK, je veux me déplacer de telle chambre. Donc, quand vous faites les plans architecturaux de votre maison, bien, c'est un peu la même chose. Qu'est-ce qu'on souhaite relier? Par la suite, on va aller faire des analyses géomatiques et l'optimisation des corridors. Donc, on peut passer à la prochaine. Là, on peut voir ici, puis je vous mets toujours à gauche l'exemple du centre du Québec et à droite, c'est l'exemple de la communauté métropolitaine de Québec, donc la CM Québec, qui a repris, dans le fond, l'approche méthodologique du centre du Québec avec nos grands principes qu'on avait faits et l'a appliqué sur son territoire.
Mais ils ont quand même ajusté, hein, parce que je vous dis, il faut quand même établir les objectifs de départ. Eux, leur objectif n'était pas similaire à ceux du Centre du Québec. Donc, c'est pour ça que je vous présente les deux. C'est intéressant de comparer. Tout d'abord, on établit une carte d'utilisation du sol. Donc, on veut aller voir notre sol, notre territoire, est-il compatible avec ce que nos espèces souhaitent avoir pour se déplacer? Donc, déjà, on a un premier objectif qui est d'établir sur quelle espèce on va travailler et d'établir est-ce que notre territoire est compatible avec les besoins de ces espèces-là. Le Centre du Québec, comme vous pouvez voir, on a travaillé avec une approche en lien avec les milieux naturels relativement à une espèce parapluie. Donc, imaginez dans votre tête une personne qui tient un parapluie. La personne est protégée par ce parapluie. Donc, quand on parle d'espèce parapluie, on parle qu'en sélectionnant une espèce, on veut protéger le territoire de cette espèce. L'espèce fait comme un parapluie et elle vient protéger plein d'autres espèces qui se trouvent sous le parapluie. Donc, en protégeant l'habitat de cette première espèce, on vient nécessairement protéger l'habitat des autres espèces. D'autres. OK, oui, c'est ça. Exact. Puis nous, on a travaillé sur la loutre et le vison pour nos corridors aquatiques, parce qu'on souhaitait identifier des corridors de connectivité aquatique, ce qui nous concerne un peu moins là, dans le cadre du projet de sylviculture. Et pour nos corridors terrestres, ceux qui sont plus concernés actuellement, on a ciblé le Grand Pic. Le Grand Pic est une espèce de forêt d'intérieur qui veut un habitat forestier intègre, des vieilles forêts. Donc, c'est sûr qu'un milieu humide ouvert, une grande tourbière, dans notre réseau de connectivité à nous, ne sortira pas aussi fort qu'un milieu forestier intègre qui offre des habitats de forêt d'intérieur. D'accord. Là, je vous lance plein de concepts, j'espère que vous me suivez, là, mais... Oui, tout à fait. Fait qu'on était dans les corridors, et puis là, j'ai l'impression qu'on est plus dans les noyaux. On s'en vient. Exact. Donc, une fois qu'on a établi notre carte d'utilisation du sol, on vient identifier les grands noyaux qu'on souhaite connecter. Donc, ça, je vous invite à consulter la capsule de Marie-Christine qui va peut-être vous expliquer davantage sur les noyaux. Mais les grands noyaux, finalement, c'est comme les chambres d'une maison. Donc, c'est l'endroit où on veut conserver les habitats ou qui a un cycle vital de réaliser. Ces noyaux-là font partie du du projet sylviculture. CCC, connectivité par rapport aux noyaux. Exact, exactement. C'est comme dans votre maison, vous avez un service d'alimentation qui est votre cuisine. Vous avez un service de reproduction dans votre chambre. Allons voir les différents cycles vitaux que dans vos différents habitacles dans votre maison, mais c'est la même chose pour les animaux. Donc, ces grands noyaux-là viennent soutenir les cycles vitaux. À droite, vous avez celui de la CMQ, juste pour vous donner des comparatifs. Une fois que notre carte d'utilisation du sol est faite, que nos noyaux sont identifiés, il existe de nombreux logiciels qui nous permettent de modéliser les corridors optimales pour relier les noyaux. Ceci dit, l'étape des noyaux est optionnelle. Il y a certaines approches qui, eux, vont juste modéliser tous les corridors possibles sans nécessairement relier des noyaux. Donc, je voulais quand même mettre cette petite nuance-là. Donc, vous avez ici, nous, on a pris le logiciel CircuitScape, qui est comme un circuit électrique. Donc, le courant passe là où c'est possible et optimal. La CMQ ont utilisé le Linkage Pathways, qui utilise aussi CircuitScape à une certaine proportion de leur méthodologie. Mais vous voyez, là, au niveau cartographique, à part les super couleurs de la CMQ, le CM Québec, on voit quand même que ça se ressemble. Finalement, on peut cliquer, oui, exact. Au final, l'étape finale, je vous dirais, c'est l'étape où on va raffiner le modèle de connectivité avec nos connaissances terrain. On ne peut pas partir du résultat modélisé d'un logiciel parce qu'il y a des erreurs, notamment l'aspect humain, l'aspect réalité du terrain. Donc, nous, on a soumis, la CMQ aussi, les résultats du logiciel aux acteurs et on a manipulé les résultats à la main au niveau géomatique pour que les corridors soient réalistes. Comme par exemple, s'il y a un corridor qui passe en plein milieu d'un champ,
c'est irréaliste du point de vue du développement puis du soutien au développement économique de la région. Donc, c'est sûr qu'on a modélisé, on est allé changer les tracés pour que ça soit plus réaliste au niveau des visions centricoises et la CMQ là, au niveau des visions de leur territoire. Donc, il y a eu un autre exercice de concertation pour aller demander à tout le monde de corriger si possible. Exact. OK. Alors, oui, donc concrètement, oui, concrètement, on arrive avec une belle carte, mais on fait quoi? On a fait un plan de conservation qui est disponible sur le site Internet du Conseil régional de l'environnement. Ce plan de conservation, en premier, trace un portrait. Vous voyez déjà ici quelques éléments du portrait. Là. La majeure partie des corridors se retrouve à 17,7 en zone agricole, sur des territoires exploités au niveau agricole. 50,7 dans des boisés, dont 1550 hectares sont des plantations ou des travaux actuels forestiers ou des travaux antérieurs là, forestiers. Ça couvre une superficie de 46 352 hectares, dont 7 000 hectares d'habitat d'une espèce d'intérêt, une espèce en péril. Par exemple, la tortue des bois, par exemple, l'engoulevent, d'autres espèces, là, salamandre pourpre. Au total, il y a 35 corridors. Donc, on a numéroté chaque corridor et chaque corridor est associé à un plan d'action que je vais vous présenter tantôt. Et nos corridors sont séparés en 2 catégories. Donc, ça représente au total 2396 km, dont 1019 km verts. Donc, c'est nos corridors terrestres plus forestiers. Et 1377 km bleus. Donc, c'est nos corridors aquatiques. Puis là, en ce moment, Andréane n'est pas en train d'oublier les noyaux de conservation, si seulement que Marie-Christine va parler des noyaux. Donc, il y a 35 corridors, mais il y a un X nombre de noyaux aussi dans une autre capsule. Et un élément important, ces corridors-là ont des menaces. Il y a des menaces anthropiques qui pèsent sur ces corridors-là. Ici, j'en nomme juste un, il y a d'autres menaces, là. Mais les corridors interceptent les routes sur 274 points et 670 chemins, comme des chemins de VTT, par exemple, des plus petites routes non pavées. On a aussi fait le recensement des propriétaires sur l'ensemble de ces corridors. Donc, dans les différentes MRC, vous avez différentes statistiques ici. Donc, ça représente au total 11 708 propriétaires différents. Donc, en nombre de propriétés, parce que des fois, les propriétaires ont aussi différentes propriétés. Donc, c'est 15 481, c'est la dernière ligne en bas, là, en gras. 95 de ces propriétés appartiennent à des municipalités. 888, c'est un beau chiffron, 888 appartiennent à des propriétés agricoles. Et aussi, autres propriétés, c'est soit urbain ou forestier, c'est 14 498 propriétés. Fait qu'on peut considérer, on peut s'apercevoir qu'il y a quand même beaucoup de propriétés, petites propriétés urbaines, mais quand même un pourcentage forestier aussi. La forêt privée. Oui. Je vous parlais du plan d'action. Ici, on peut voir un exemple. On a catégorisé tous les usages de tous les corridors. Puis Karine, tu peux faire l'animation. On peut voir pour chaque usage du territoire, on a associé des actions. Donc, par exemple, ici, on a un usage aquatique là, en mauve, entouré en rouge, là, et une portion agricole. Et on a associé ici des actions de protection volontaire parce que ça se trouve être un habitat d'espèces en péril qui se trouve à cet endroit. Plus bas, en jaune, on a aussi un usage agricole. Donc, on a ciblé des actions de restauration au niveau notamment de la bande riveraine parce qu'ici, on parle d'un corridor aquatique. Donc, toute la cartographie des corridors est associée ici là, à des actions. Puis, pour répertorier, on peut voir dans l'autre diapo, pour répertorier l'ensemble des actions, on a mis en place une grosse revue de littérature qui recense toutes les actions reliées à la connectivité. Et chaque action est reliée à un exemple au Québec. Ce document-là peut être partagé, là, il circule déjà un peu partout au Québec.
Donc, vous voyez en haut, là, c'est tous les différents types d'actions, la protection, le financement, les lois et règlements, les différents acteurs, des actions urbains, forestiers, agricoles, etc. Et toute notre revue de littérature en référence. Et dans chaque onglet, on a des tableaux qui décrivent les acteurs et quelle action peut faire chaque acteur. Donc, c'est une revue très intéressante là, qui est associée à notre base géomatique. Dans le projet Sylvie CCC, on va se concentrer, essayer d'extraire ce qui a été écrit par rapport aux forestiers. Donc, ça va faire partie de la réflexion. Et on arrive rapidement vers la fin. Je vois mon temps qui avance. Je voulais terminer en vous montrant qu'on n'a pas juste fait de la planification, mais qu'on est déjà en mode action. Ici, vous voyez une image, là, ça, c'est différentes actions qu'on réalise. Vous voyez une image de verdissement. Donc, on a une équipe au CRE qui s'attarde à reverdir les milieux urbains, notamment dans des secteurs de connectivité urbaine. Toute l'acquisition de connaissances, notamment avec Karine, avec son projet Sylviculture CCC, qui nous apporte énormément au niveau de l'acquisition de connaissances. On a aussi la planification et l'aménagement du territoire. Donc, on s'intègre dans différents outils d'aménagement, notamment les plans régionaux des milieux humides et hydriques, le plan de transition écologique de la MRC Nicolet-Yamaska, différents PDZA, des plans de développement de la zone agricole. Donc, déjà, les acteurs commencent à intégrer la connectivité. On a beaucoup de financement pour réaliser nos projets, que ce soit le Québec, gouvernement québécois fédéral, Fondation de la Faune du Québec, Prime Vert. Donc, on a beaucoup d'acteurs qui viennent subventionner. La restauration, donc ici, on peut voir l'installation d'un hôtel à hirondelles rustique en milieu agricole. Wow. Donc, on installe dans différents secteurs où que la plantation n'est pas favorable. Ici, c'est une grande friche agricole. On ne souhaite pas aller planter des arbres dans ce secteur-là parce que les oiseaux utilisent cet habitat-là de transition. Donc, pour soutenir, là, on est venu notamment installer des grands hôtels. On fait de la protection. Ici, vous pouvez voir une photo notamment on a soutenu la ville de Drummondville pour la création de la réserve naturelle du boisé de la Marconi. Le CRE est impliqué là, dans le soutien pour créer ce grand projet-là. Et on a créé aussi un organisme de conservation qui s'appelle Nature Avenir, qui vient acquérir des propriétés dans ce grand réseau de connectivité. En milieu agricole, on vient aussi faire de la plantation. On a fait là, dans les dernières années là, près de 20 km là, de reboisement le long des rives là, pour soutenir la connectivité. Et on est cette année impliqué en écologie routière pour toutes les intersections avec les routes. Beaucoup de communication, des cahiers du propriétaire. On rencontre beaucoup de propriétaires et le projet actuel là, de sylviculture adapté, là, c'est à l'ancien nom, mais Sylviculture CCC maintenant. Donc, Karine, Andréane, super. Ça fait le tour, puis j'aimerais quand même mentionner que ce projet-là est réalisé vraiment grâce à tous les acteurs qui œuvrent à la gestion du changement. Ce n'est pas le projet du CRE, c'est le projet de tous ceux qui se sont impliqués. Donc, je tiens à les remercier infiniment là, pour ce merveilleux projet. Je suis aujourd'hui avec Dominique Gravel, professeur titulaire au département de biologie à l'Université de Sherbrooke et aussi fait partie du comité du projet Sylvie CCC. Dominique va nous parler de connectivité et évidemment biodiversité. Merci Dominique, la parole est à toi. Merci Karine, merci de m'avoir donné cette occasion-là de faire une capsule puis de vous présenter des résultats de recherche qu'on a réalisés dans les dernières années qui, je pense, vont donner un avant-goût, vont permettre de donner des bonnes motivations à étudier en même temps la construction d'un paysage forestier, sa dynamique et puis l'assemblage de la biodiversité qui en dépend. En particulier dans un contexte où on essaie de penser puis de gérer la connectivité. Là, je pense que cette présentation-là va vous donner les bases pour mieux comprendre pourquoi c'est important dans un contexte de changement climatique de s'y attarder.
Je vais le faire avec un exemple. On va construire progressivement l'histoire sur la grive de Bicknell, qui peut-être d'entre vous connaissez, surtout les biologistes. Mais ceux qui travaillent dans le sud en particulier sont susceptibles de connaître cet oiseau-là. C'est une population qui est plutôt rare. C'est une espèce qui est protégée au provincial puis au fédéral. C'est une espèce qui fait l'objet d'une révision régulière par le Comité de sauvegarde là, pour les espèces en péril au Canada. C'est une espèce qui est particulière. Elle est inféodée aux forêts de montagne. Alors, vous avez ici une photo du mont Gosford en Estrie. Et c'est une des motivations pour lesquelles je me suis mis à travailler sur ce problème-là, cet oiseau-là. Dans la région, je m'intéresse principalement à essayer de comprendre à quelle vitesse la forêt feuillue va répondre au changement climatique. Vous voyez ici, là, sur cette photo-là, on voit très bien la bande là, d'érablières qui est dans le bas de la montagne. Ouais. Après ça, on bascule avec l'élévation dans de la forêt boréale, puis même de la boréale de haute montagne. Là. Alors, en haut du mont Gosford, c'est de la sapinière très dense. Et c'est l'habitat de prédilection de la grive. Et puis, il va de soi qu'avec les changements climatiques, ben, ces habitats-là vont être appelés à progressivement se raréfier. Et c'est une menace pour cet oiseau-là. Ici, je prends cet exemple-là, mais ce n'est pas le seul. Il y a beaucoup d'autres espèces qui vont dépendre de ces îlots de montagne-là qu'on retrouve en sommet de forêt, en sommet de montagne. Il y a beaucoup d'espèces qui vont en dépendre et qui sont susceptibles de disparaître avec le réchauffement. Et je vais introduire un concept qui est assez important, alors qui est fondamental à ce qui va être présenté là, par la suite. Là. Un concept que certains d'entre vous avaient probablement déjà entendu, d'autres pour qui le concept peut être intuitif sans l'avoir jamais formulé ou l'avoir nommé. Et puis il y en a peut-être d'entre vous que ça va être tout à fait nouveau. On va parler de métapopulation. Ce que c'est qu'une métapopulation, c'est un ensemble de populations locales là, qui sont connectées entre elles par de la dispersion. Alors il y a des mouvements dans le paysage qui sont nécessaires aux échanges, aux flux entre les populations. Et puis, ces mouvements-là permettent le maintien de la région. Je vais revenir avec une définition plus formelle. Je vais surtout l'illustrer d'abord avec la carte que vous avez ici à l'écran. Alors, ce que j'ai montré sur cette carte-là, c'est tout simplement, on a tracé des lignes, des isoclines à une élévation de 700 mètres au travers du Québec. Vous voyez que le massif des Laurentides, c'est assez évident. Il y a un gros bloc qui est au-dessus de 700 mètres. Mais ailleurs, dans le sud du Québec et dans la péninsule gaspésienne, ce sont des sommets où on retrouve ces îlots-là. Les Montérégiennes, un peu? Comment? Les Montérégiennes, ça représente les Montérégiennes ne montent pas jusqu'à cette élévation-là, à l'exception du Mont Mégantic. Oui, c'est vrai. Et puis, vous avez tracé en rouge ici la ligne du 800 mètres, en fait. On a aujourd'hui la ligne du 700 mètres qui est une isocline où on retrouve une certaine température. Puis si on s'imagine seulement, on essaie de figurer ce que ça va être un changement climatique, ben, on peut commencer par dire, bon, ben, on va monter de 100 mètres dans le futur. Puis là, ben, on voit qu'il y a plusieurs choses qui se passent avec cette montée-là de 100 mètres en élévation. Dans l'ensemble, ben, ça va de soi, les massifs se rétrécissent. Il y a des endroits où ça disparaît complètement parce que les montagnes ne font pas 800 mètres. Alors, ces habitats-là de sommet vont disparaître. Si on regarde là, dans le coin des Monts-Valin, là, au nord du Saguenay, là, il y a une presque disparition complète de ces sommets-là en haut de 800 mètres. Il y en a quelques-uns qui vont rester en Estrie, mais la plupart vont rétrécir. Il y en a qui vont disparaître. Et puis, il va y avoir progressivement un morcellement aussi du massif des Laurentides. C'est ce qu'on s'attend. Morcellement de la forêt de sommet, c'est ça que tu veux dire. Exactement. Et donc, je reviens au concept de métapopulation. Ce que c'est un ensemble de populations qui sont connectées entre elles par la dispersion. Puis cette connexion-là est essentielle parce que on est dans des paysages qui sont quand même dynamiques. Alors, les forêts, on le sait bien, il y a des perturbations naturelles, il y a des perturbations anthropiques, il y a de la coupe forestière qui font en sorte que, une fois de temps en temps, ces habitats-là disparaissent et puis ils vont revenir éventuellement avec la reprise, avec la succession. Et puis, il peut y avoir une recolonisation. Mais s'il n'y a pas de dispersion, ben, il n'y aura pas de recolonisation.
Et si les perturbations sont trop importantes, éventuellement, il va y avoir une extinction régionale, même si une espèce elle trouve quand même des habitats qui sont favorables dans cette région-là. Alors, on doit tenir compte de cette dynamique-là en métapopulation à l'échelle régionale pour essayer de comprendre ce qui va arriver d'espèces là, qui sont dans des paysages qui sont fragmentés comme celui-là. Avant de passer vraiment à la question de la griffe, par contre, on doit revenir un petit peu sur les aspects du paysage, comment ceux-ci vont changer avec le réchauffement. Il y a plusieurs choses qui vont arriver, et puis c'est ce qu'on va étudier. Je vais vous présenter ça dans le détail dans quelques instants. Là. On va voir que s'il y a un réchauffement puis une spécialisation sur un type d'habitat, il va y avoir progressivement une réduction de la disponibilité de l'habitat, on s'y attend. Un réchauffement, ça veut dire entre autres que les forêts conifériennes vont être de plus en plus rares dans le sud du Québec. Ensuite de ça, il y a une contraction des massifs. Alors, les habitats qui restent vont devenir de plus en plus petits. Et finalement aussi, avec la disparition de certains habitats, la contraction d'autres, la connectivité entre ces habitats-là qui sont résiduels va se trouver à se réduire avec le temps. Puis ça peut avoir des effets qui sont pernicieux. Je dis pernicieux parce que c'est pas seulement les effets de la réduction d'habitat qui vont survenir, c'est aussi toutes les conséquences qu'il peut y avoir là, sur la dynamique régionale. Fait que, dans un premier temps, on va aller voir comment est-ce que ce paysage-là va changer, puis après ça, on va essayer de l'interpréter au travers de la griffe de Bignell comme un exemple pour essayer de mieux comprendre ce qui va arriver de cet oiseau-là là, avec le changement climatique. Alors, première étape, on essaie de comprendre la dynamique du paysage. Vous avez cette fameuse carte-là qui représente les domaines bioclimatiques du Québec. On est dans une région du monde où c'est relativement simple d'anticiper ce qui va se passer, puisqu'on n'a pas de grands massifs montagneux qui créent des barrières à la migration. Le Québec est très organisé du sud vers le nord. Il fait chaud dans le sud, il fait froid dans le nord, puis on a un gradient relativement smooth qui passe d'une région à l'autre. Et puis, les forestiers sont très familiers avec cette carte-là. On passe de l'érablière à Carrier dans le sud. Il y a quelques modifications d'érablière pour éventuellement tomber dans la sapinière à bouleau jaune, pour éventuellement tomber dans la forêt boréale avec la sapinière à bouleau blanc suivie de la pessière et ainsi de suite. Ça ne prend pas la tête à Papineau, pas besoin d'être un scientifique pour anticiper que tout ça va se déplacer vers le nord. Il va y avoir progressivement une migration des espèces plus thermophiles qu'on retrouve dans le sud vers le nord avec le changement climatique. La grosse question, c'est de savoir à quelle vitesse ce changement-là va se produire. Pour y arriver, il y a eu différents outils qui ont été proposés. Il y a un outil qui s'appelle, entre autres, les modèles de distribution d'espèces. Ce sont des modèles relativement simples, c'est des techniques statistiques. Certaines sont sophistiquées, d'autres sont plutôt de base. Ça mène essentiellement au même résultat, là, peu importe la technique qu'on utilise. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'associer le climat actuel à la distribution actuelle d'une espèce. Et puis, ça nous permet d'évaluer un modèle. Puis après ça, on fait une projection du climat futur. Puis ça nous permet de projeter dans le futur où est-ce que le climat va être favorable à cette espèce-là. Vous avez une représentation de ça ici pour l'érable à sucre. La ligne pleine, là, surtout dans l'Est, là, c'est là où les conditions climatiques aujourd'hui sont favorables, puis où on retrouve de l'érable à sucre essentiellement. Certains d'entre vous seraient surpris de savoir qu'on trouve de l'érable à sucre vraiment dans le sud des États-Unis, puis en fait, il y a même des populations dans certaines montagnes au Mexique. C'est plutôt surprenant, là. Mais de façon générale, on s'entend, la limite sud là, de l'érable à sucre, c'est à quelque part en Géorgie, juste un peu en haut de la Floride. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Plus 4 degrés, on peut faire une projection de cette enveloppe-là dans le futur. Puis c'est la zone en gris que vous avez. Alors, en gris, c'est la zone où le climat serait favorable en 2100 pour l'érable à sucre. Ça ne fait aucun sens, là, cette carte-là. Là. On projette l'érable à sucre là, juste en dessous, là, si vous voyez mon curseur, là, en dessous de la baie d'Ungava. Je ne parierais pas là-dessus. La bonne chose, Dominique, c'est qu'on le voit très bien avec les diapos à Isabelle, donc Aubin. Donc, ça va être super là, de faire un rappel que les projections climatiques ne sont pas garantes d'une vérité là, de déplacement. Ouais, ce qui arrive, c'est qu'il y a plusieurs processus écologiques qui font en sorte qu'on ne retrouvera pas l'érable à sucre. Ouais. Possiblement que si vous ameniez un 10 roues avec suffisamment de terre de bonne qualité à la baie d'Ungava, puis en 2100, vous plantez un érable à sucre là-bas, probablement qu'il va se débrouiller, il va pousser, puis il va développer même des
des fleurs. Je ne pense pas qu'il développe de graines parce qu'il n'y aura pas assez d'arbres là-bas pour qu'il soit pollinisé. Mais quand même, l'arbre va accomplir son développement. C'est un peu ce que ça veut dire, ces enveloppes-là. Mais dans les faits, il n'y aura pas d'érable à sucre à cet endroit-là parce qu'il n'y a pas de sol, parce que l'érable à sucre a une dispersion qui est très limitée, parce que l'érable à sucre, ben, ça prend quasiment 100 ans pour faire un arbre mature puis disperser des graines. Alors si à chaque 100 ans, il se déplace de 30 mètres, ça va prendre du temps avant qu'il parcourt les quelques milliers de kilomètres qu'il y a. Alors ces approches-là ont été très critiquées, puis notre souhait, c'était d'y arriver. Évidemment, l'érable à sucre ne se rendra pas à des endroits qui ressemblent à celui-là. L'érable à sucre va être limité dans le sud, puis le défi, c'est de savoir ben, qu'est-ce qui va arriver. Peut-être que dans 1000 ans, il va y avoir de l'érable à sucre à la baie d'Ungava, mais l'entre-deux, c'est là où on a besoin d'informations. Moi, ce que je fais dans ce temps-là, c'est mon travail. Je suis un modélisateur. J'utilise les mathématiques de différentes façons pour résoudre ce genre de problème-là. Alors, on a construit un nouveau modèle pour essayer de prédire où est-ce que l'érable à sucre allait se trouver dans une centaine d'années. Puis inversement, essayer de comprendre comment est-ce que la forêt boréale allait se contracter, là, dans le sud en particulier. Là. Alors, le modèle il est très simple. Là, le schéma ici a l'air un petit peu compliqué, là, mais c'est plutôt simple. J'ai réduit le Québec à 4 variables. Vous avez de la forêt qui est en régénération en haut, représentée par le R. Vous avez de la forêt qui est en type boréal, représentée par le B. La forêt qui est en M pour le mixte. Et puis T qui est tempéré. Alors, tempéré, ça dit s'il y a de la présence d'érable à sucre, de bouleau jaune, être à grandes feuilles, et ainsi de suite, là, les espèces qu'on trouve typiquement en forêt tempérée, dans les érablières. Et puis les flèches, ben, ça représente les transitions possibles entre ces différents états-là. Là. Une fois qu'il y a une perturbation majeure, ben, on tombe en régénération. Après ça, il va y avoir une succession. La succession peut nous diriger vers un des 3 autres états. Et une fois qu'une forêt mature se développe, ben, il peut y avoir éventuellement de la recolonisation, de sorte qu'une forêt qui est boréale va se transformer en forêt mixte. Ou inversement, il peut y avoir de l'exclusion compétitive. Les arbres boréaux, le sapin peut disparaître parce que l'érable à sucre devient trop compétitif. Puis là, on passe de M à T. C'est cette réalité-là que le modèle représente. Ce qui est surtout important de savoir, c'est que chacune de ces transitions-là, on les a faites climat-dépendantes. Et ça nous permet de faire tourner le modèle puis de se demander à quelle vitesse l'érable à sucre va se déplacer vers le nord, puis à quelle vitesse ces forêts-là vont se modifier. On a utilisé l'inventaire forestier du Québec, mais aussi l'inventaire forestier américain pour paramétrer notre modèle. Je ne rentre pas dans les détails méthodologiques, je peux répondre à des questions là-dessus s'il y en a beaucoup, mais essentiellement, on avait beaucoup plus de données que nécessaire. Là, on parle de plusieurs centaines de milliers de placettes échantillons permanentes qui ont été utilisées pour faire l'évaluation de ce modèle-là. Et puis après, on a fait tourner le modèle. Et puis, on l'a fait tourner, c'était assez impressionnant. Là. On a fait tourner sur un maillage de 100 mètres par 100 mètres OK. pour le Québec. Alors, vous ne voyez pas les pixels ici parce qu'ils sont trop fins, là, mais chaque pixel, c'est un 100 mètres par 100 mètres. Quand on a fait les simulations, on a fait abstraction des villes et des cours d'eau. Mais grosso modo, c'est quand même une très haute précision. Vous avez à gauche une représentation de la répartition actuelle prédite par le modèle. Ce n'est pas la répartition observée, mais ça y colle très bien. Là. De la forêt tempérée en haut et de la forêt mixte en bas. La forêt, l'érablière pure, là, on la voit là, dans l'extrême sud du Québec, dans la région de Montréal, région de la Gatineau, en Estrie. Très souvent, dans le sud du Québec, en fait, c'est une forêt mixte qu'on retrouve parce qu'il y a toujours un peu de présence de sapins mélangés au travers des érablières. Et puis, le modèle reproduit assez bien là, la répartition actuelle. Là. Et puis, vous avez à droite la représentation pour 2095 qui va arriver là, sous un scénario typique là, de RCP 4.5. Alors, ce qu'on découvre avec l'itération de ce modèle-là, c'est que en fait, il y a deux choses qui se passent. La forêt tempérée, les espèces qu'on retrouve en forêt tempérée ne progressent pas vraiment vers le nord. Très peu. Ça va être encore plus clair avec la diapo qui suit. Par contre, il va y avoir beaucoup plus de forêts tempérées d'ici 2095 parce qu'il va y avoir une conversion des peuplements mixtes en peuplements purs d'érable à sucre. L'érable à sucre, c'est une espèce qui est quand même assez compétitive. Alors, cette transition-là va pouvoir se faire assez rapidement.
Mais c'est juste cette conversion-là, tout simplement, c'est que les espèces boréales, là, comme le sapin, vont être exclues par la compétition aux endroits où l'érable est déjà présent. Mais l'érable n'ira pas à des nouveaux endroits, il n'ira pas coloniser des nouvelles forêts. Ça, c'est un processus qui est extrêmement lent parce qu'il y a une résistance par la forêt boréale. Ouais. Fait qu'il va y avoir une espèce de mur, là. La forêt tempérée, elle va frapper un mur, là. Et ce mur-là, il est super visible avec cette figure-là. Ce qu'on a fait là, sur cette figure-là, là, imaginez, là, on a pris notre voiture, puis on est monté jusqu'à Chibougamau. On a tracé une ligne entre les deux, là. Alors, à gauche, vous avez Montréal, puis à droite, complètement, vous avez Chibougamau. C'est littéralement les climats des deux endroits, là. Et puis, ce qu'on trace, la figure, elle reporte la proportion d'érable à sucre qu'on retrouve, je dis érable à sucre, mais de forêt tempérée qu'on retrouve au fur et à mesure qu'on progresse entre Montréal et Chibougamau. Et sous différents scénarios, là, il y en a quelques-uns qui sont nécessaires à retenir, là. La ligne en jaune, c'est la proportion actuelle. La ligne en rouge, c'est ce qui est prédit par le modèle en 2095. Alors, vous voyez là, avec le RCP 4.5, donc 4.5, pour informer les gens, c'est modéré, Ouais. scénario climatique modéré. Ouais. On voit qu'il y a une augmentation quand même considérable de la prévalence, de l'importance de la forêt tempérée tout au long du gradient. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il n'y a aucune progression ici. À la limite même de l'érablière, là, ça avance pas. Alors vraiment, là, puis vous voyez que la pente est assez abrupte. L'érable à sucre va frapper un mur dans le coin de la tuque, tout simplement. Il va y avoir de l'érablière, puis après ça, il n'y en aura plus pantoute. Et non pas une transition plus smooth comme celle qu'on retrouve. Et ça, c'est un décrochage majeur parce que la ligne bleue, elle, vous donne celle qui serait attendue pour l'érable à sucre si il s'ajustait instantanément avec le nouveau climat. Alors, s'il s'ajuste instantanément avec le nouveau climat, à Chibougamau, dans 100 ans, il va y avoir beaucoup d'érables à sucre. La réalité, c'est qu'il n'y en aura pas beaucoup. Et ça, c'est un écart qui est vraiment majeur entre les deux. La forêt boréale va rester pas mal où elle est, là. L'emprise est assez forte. Et ça, ça soulève une question. Qu'est-ce qui va arriver de cette forêt boréale-là qu'on va retrouver sous des conditions beaucoup plus chaudes? Est-ce qu'elle va être toujours adaptée? Est-ce qu'elle va se maintenir? Ou est-ce qu'on va avoir des échecs de régénération, on va avoir des nouvelles perturbations, on va avoir des problèmes qui vont survenir? C'est une grosse question pour laquelle, personnellement, en ce moment, j'ai pas de réponse. Mais l'étape suivante, nous, on s'est demandé qu'est-ce que ça voulait dire, ça, cette réalité-là de la progression ou de l'absence de progression de la forêt tempérée, puis la résistance assez forte de la forêt boréale au réchauffement, du moins à court terme, là, pour notre oiseau. Là, on va revenir à la grive de Bicknell maintenant. Fait que là, ça, c'est la deuxième étape de l'étude que je présente, qui est toute chaude d'ailleurs, au passage. C'est un étudiant à la maîtrise qui a réalisé ces travaux-là, puis il a déposé son mémoire vendredi dernier. Oh, merci beaucoup! Wow! C'est tout chaud. Alors, ce qui va arriver, ce que la théorie des métapopulations, sur laquelle je travaille beaucoup, nous dit, c'est qu'il y a des changements qui sont précipités, qui sont susceptibles de survenir avec un changement climatique pour une métapopulation. Alors, on peut, la figure pleine, la ligne pleine ici, là, elle trace un peu le destin d'une espèce qui va répondre de façon quasi instantanée au changement climatique, puis une espèce dont son abondance est déterminée uniquement par l'abondance de son habitat. Alors, elle va juste répondre directement à l'habitat. Fait que, ici, pour les fins d'illustration, on a pris une relation linéaire. Là, le changement climatique se réalise, puis progressivement, l'habitat se dégrade, puis il y en a de moins en moins, et c'est tout. Si on a une dynamique de métapopulation, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir une précipitation, une accélération de ce déclin-là, au point où, à un moment donné, l'espèce va s'éteindre, même si l'habitat est encore disponible, est encore favorable. Les processus régionaux de métapopulation vont faire en sorte que l'espèce ne pourra plus se maintenir dans le paysage à l'échelle régionale. Entre autres, ce qui va arriver, c'est que si la colonisation est trop lente et trop rare relativement à la fréquence à laquelle des perturbations majeures surviennent, puis que l'espèce, la population disparaît localement, il va y avoir un échec à remplir les nouveaux habitats qui sont disponibles, puis l'espèce va éventuellement s'éteindre. On est parti de cette théorie-là
pour explorer un petit peu plus ce qui allait arriver avec la grive. Et donc, on a repris le modèle que j'avais tout à l'heure, ou en tout cas, une version similaire de ce modèle-là, auquel on a greffé un deuxième étage. On a la grive qui est en haut, qui dépend de ces habitats-là. Alors, dans le modèle qu'on a travaillé, le modèle pour la grive, il y a un effet direct du climat sur la distribution de l'oiseau. Et puis, il y a un effet qui est très indirect, puisque l'oiseau dépend non seulement du climat, mais aussi de la présence de forêts de montagne, essentiellement des sapinières denses. Dans les termes forestiers, là, un bon vieux Saint-Michel, c'est nécessaire à la grive pour se maintenir. Et ce qu'on a fait après pour essayer de mieux comprendre quelles sont les prédictions de notre modèle de métapopulation sur la grive, c'est on a fait des simulations dans un contexte où, d'une part, il y avait uniquement un réchauffement du climat, d'autre part, il y avait uniquement un changement de la végétation qui est induit par le climat, mais qui n'a pas d'effet direct du climat sur la grive. Ça nous permet de contraster l'effet de l'habitat versus l'effet du climat sur l'oiseau. Alors ici, vous avez des projections. La figure est petite, là, on n'a pas besoin de rentrer dans le détail. Vous avez deux projections. À gauche, il y a le scénario où c'est uniquement le climat qui change, puis à droite, c'est le scénario où uniquement la composition de la forêt change. Et puis, en partant du haut vers le bas, là, vous progressez là, de 2020 jusqu'à 2100. Alors, il y a des choses qui ne sont pas surprenantes, là. Je ne sais pas si sur votre écran, vous parvenez à le voir, mais dans le sud du Québec, il y a des petits points verts qui correspondent aux endroits où on retrouve aujourd'hui des sommets de montagne avec des habitats favorables à la grive. Et puis, On voit très bien les gros massifs. On comprend qu'il y a un petit bout là, dans le sud du Québec aussi. Vous Puis pouvez on voit aussi avoir une petite idée de ce qui se passe en en regardant Gaspésie, là. la Gaspésie, là. Mm. Puis, il y a la situation des Monts-Valin aussi sur laquelle je porte votre attention, là, qui peut être intéressante, là. En gros, ce qui va arriver, c'est que dans le sud du Québec, à cause du changement du climat, progressivement, les endroits qui sont favorables à la grive vont disparaître. Puis assez rapidement. À partir de 2050, là, je pense qu'il ne reste plus d'habitats favorables dans le sud du Québec, là, ou pratiquement plus là, pour la grive. Ça, c'est seulement pour les scénarios considérant le changement de climat. C'est ça. Ouais. L'autre colonne, c'est considérant le changement de composition. De forêt uniquement. Puis en fait, s'il y avait juste un changement de forêt, la situation ne serait pas si dramatique que ça. Ouais, Étant donné cette résistance-là que je documentais là, à l'étape précédente. sauf les Monts-Valin, on voit qu'il y a une grosse différence à la fin. On voit que le changement du climat presque favorise plus de présence dans les Monts-Valin par rapport à s'il y avait un changement de composition. Oui, ben, il semble que la grive, là, au Québec, on se situe vraiment dans son optimum climatique, là. Les températures trop chaudes sont pas favorables, puis les températures trop froides non plus sont pas favorables. Il y a comme un sweet spot entre les deux qui correspond aux conditions qu'on retrouve actuellement ou qu'on pourrait retrouver dans quelques années là, dans le massif des Laurentides puis dans les Monts-Valin. Mais dans le sud du Québec, on est à la limite chaude de la distribution de l'oiseau, puis avec un réchauffement, ben, l'oiseau va disparaître. Mais bon, ça, c'est très grossier. Après ça, ce qu'on est allé faire, c'est qu'on est allé voir un petit peu plus dans le détail ce qui se passait. On est allé regarder des caractéristiques du paysage auxquelles je faisais référence tout à l'heure. Vous avez à gauche complètement le nombre de patchs, de massifs qui sont favorables à la grive au fil du temps. Vous avez au centre la surface médiane de ces patchs-là. Et puis, à droite, vous avez complètement la distance. À droite, complètement, vous avez la distance entre ces patchs-là. Et là, ce qu'on observe, c'est le contraste entre les deux scénarios, là. En bleu, c'est s'il y a un changement climatique uniquement, puis en orange, c'est s'il y a une composition de la forêt. Il y a une augmentation du nombre de patchs avec le climat. Ceci dit, il y a une diminution de la surface totale de ces patchs-là parce qu'il y a un effet interactif là, entre le nombre de patchs et leur taille. Dans bien des endroits, ce qui se passe, c'est que les patchs se fragmentent et ça augmente le nombre de patchs,
mais ces patchs-là sont de plus en plus petits. Ça paraît mal ici parce qu'on a deux échelles différentes, là, mais il y a une décroissance là, de la taille des patchs là, pour la ligne bleue. Et puis, cette fragmentation-là va amener aussi à un changement dans la distance entre les patchs. Là, entre les patchs. Au fur et à mesure qu'il va y avoir un réchauffement. La situation est très différente du scénario où il y a juste un changement de composition. Là, vous avez ici d'illustrer ces différentes composantes-là qui affectent la dynamique en métapopulation. Ce qui est un peu embêtant, c'est d'essayer de comprendre comment tout ça se conjugue pour affecter la persistance à l'échelle régionale, puisque les trois ont des effets. Le nombre de patchs a tendance, plus il y a de ces patchs-là, plus la persistance est élevée. La taille des patchs est aussi importante parce que quand les patchs deviennent de plus en plus petits, la probabilité que la population s'éteigne est de plus en plus grande. Fait qu'une réduction des patchs, ça peut provoquer des extinctions locales. Et puis, il va de soi que la distance entre les patchs est importante aussi. Là. Quand les patchs deviennent de plus en plus éloignés, le processus de recolonisation est de plus en plus difficile. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé une autre technique. Là, je vous épargne la technique mathématique pour y arriver, mais on a une mesure, un indice qui nous dit dans ces paysages-là qui sont fragmentés, c'est quoi la persistance de la métapopulation. Et donc, plus la valeur est élevée, plus ça va bien pour l'espèce. Quand la valeur décroît, ça va de moins en moins bien. Et puis là, à nouveau, ici, là, vous avez les différents scénarios qui sont illustrés. À gauche, complètement, c'est le cas de la figure de gauche, là, c'est avec un changement de climat seulement. La figure de droite, c'est un changement de composition de la forêt seulement. Et puis, les différentes lignes correspondent à différents scénarios de dispersion. Quand c'est un trait plein, c'est que c'est une réponse qui est instantanée. Puis tout ce qui est important, c'est la quantité d'habitat. Quand c'est un trait pointillé, la dispersion n'est pas très importante, mais la taille des patchs devient assez importante parce que ça peut influencer l'extinction. Puis finalement, avec un trait pointillé, c'est quand on a une métapopulation où la dispersion est très, très limitante. Et chez la grive, ça correspond probablement à ce cas-là. Là. Ce n'est pas un oiseau qui est connu, même s'il peut se déplacer sur de très longues distances pour la migration. C'est un oiseau qui est fidèle à son site, alors il revient pas mal toujours au même endroit, puis il n'ira pas explorer le paysage autour. Et donc, s'il disparaît localement, ça va quand même prendre du temps avant qu'il y ait une recolonisation, parce que ce n'est pas des oiseaux qui explorent beaucoup le voisinage. Le point ici qu'on souhaite amener avec cette figure-là, c'est surtout une sensibilisation au fait que de modifier la connectivité, de modifier la taille des patchs, ça va influencer, en plus de la disponibilité, ça va influencer la persistance là, de nos éléments de biodiversité là, qui sont sensibles au paysage forestier. Alors, en résumé, ce que j'ai présenté, c'est que d'abord, on a une réponse très lente des forêts au changement climatique. Ça soulève entre autres la question de ce qui va arriver de ces forêts boréales-là qui vont se retrouver dans des conditions beaucoup plus chaudes. Ça amène à un décrochage complet entre la relation entre le climat et la distribution des forêts. Là. On n'aura plus la même relation dans le futur. Là. On va se retrouver avec la forêt boréale à des endroits où on ne devrait pas avoir de forêt boréale. Le paysage va être influencé par ces changements d'habitat-là de manière conjointe avec le changement du climat. Et ça affecte plusieurs caractéristiques du paysage qui peuvent influencer la dynamique d'une espèce. Principalement, là, on parle de quantité d'habitat disponible, de connectivité entre ces habitats-là, et puis finalement la taille des massifs qui restent. Et ça, ensemble, ces changements-là sont susceptibles vraiment de précipiter le déclin là, des espèces qui sont sensibles à ce paysage. Alors, je pense que dans le contexte du projet, le concept de métapopulation, c'est quelque chose à ramener de l'avant parce qu'on ne peut pas comprendre la connectivité sans faire appel à ces notions-là. On a des paysages qui sont très dynamiques. L'élément de base, là, le moteur qui influence la dynamique d'une métapopulation, c'est les effets conjoints d'extinction, de disparition locale, parce qu'il y a des perturbations, parce qu'il y a de la variabilité environnementale, puis juste pour une raison X, la population a disparu d'une année à l'autre.
Mais une fois que la population disparaît, il peut y avoir une recolonisation s'il y a d'autres populations résiduelles autour qui peuvent fournir des éléments là, pour la recolonisation. Et s'il y a suffisamment de connectivité, ben, cette recolonisation-là va bien se faire, puis les populations vont se maintenir. Inversement, si on a un paysage qui est très fragmenté, ben, ça va influencer la capacité de revenir, puis la persistance de cette espèce-là à l'échelle régionale. Il faut donc tenir compte de la taille des habitats et de la connexion entre ces habitats. C'est deux variables qui sont essentielles à documenter. Ça fait le tour. Là-dessus, je veux juste, en toute fin, remercier là, les étudiants qui ont travaillé sur ces projets-là. Là. Pour le projet de modélisation forestière, c'était Steve Vissot, et puis qui est accompagné de deux postdocs. Et puis l'étudiant qui a fait la portion pour la grive, c'est Victor Cameron. Alors, merci. Fantastique. Merci beaucoup, Dominique. Ça fait vraiment le survol. On parle à la fin de connexion, de connectivité, mais au début des changements climatiques, c'était vraiment complet. Wow! Et puis, petite question. Donc, je suis contente, j'avais tout compris dans le sens que la taille des massifs compte, la quantité, puis le lien entre les massifs compte. Cette espèce d'oiseau-là fait partie de la catégorie de quelle espèce d'oiseau? Est-ce que c'est dans, vu que j'ai moins de connaissances, là, c'est un oiseau champêtre, un oiseau C'est un oiseau forestier. C'est un oiseau forestier? forestier. C'est un passereau qui s'alimente OK. au sol de différentes sources de nourriture, là, mais entre autres des graines puis des insectes. Là. Ça constitue l'essentiel de sa diète. Puis en termes d'espèces, qu'est-ce que cette espèce-là peut devenir une espèce parapluie, c'est-à-dire que si on s'attarde à cette espèce-là, on peut considérer plusieurs espèces en même temps ou Mais je pense que oui. Les massifs de montagne, là, c'est vraiment des écosystèmes forestiers particuliers. Là. On OK. le voit là, c'est souvent une végétation qui est très dense, assez rabougrie. Les arbres grands sont un peu plus rares parce qu'ils sont frappés par des différentes conditions climatiques, là, puis sont affectés par la neige, par les vents qui sont des fois très forts. Et on retrouve très souvent associé au massif de montagne là, toute une diversité là, particulière qui est spécifique là, dans les Chic-Chocs en Gaspésie. Là, c'est un hotspot de diversité autant pour les insectes que pour les plantes. Là. Alors, il y a très souvent plusieurs espèces qui sont associées. Qui sont donc haute biodiversité dans ce genre de milieu-là. Mais on parle surtout d'endémisme. Là. C'est des espèces qu'on retrouve uniquement à ces endroits-là, puis pas ailleurs. OK. OK. Merci beaucoup, Dominique, Un plaisir. et à bientôt. Je suis ce matin avec Marie-Christine Poisson, qui est biologiste au CREC et qui va nous parler des noyaux d'intérêt de conservation. Donc, ces noyaux-là qui sont insérés dans le projet Sylvie CCC pour parler du C de la connectivité, accolé au CC des changements climatiques. La parole est à toi, Marie-Christine. Merci, Karine. Oui, c'est ça. Donc, aujourd'hui, moi, je suis là pour vous parler du projet des noyaux d'intérêt de conservation du CREC qui s'insère dans le cadre des projets du réseau de conservation. Donc, ce grand réseau de conservation-là comprend les noyaux d'intérêt et le réseau de connectivité, en plus de sites ponctuels d'intérêt pour la faune. Donc, c'est dans ce grand réseau-là. Mais aujourd'hui, je suis vraiment là pour parler des noyaux d'intérêt et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un noyau d'intérêt, comment on les a ciblés, ces noyaux-là, au centre du Québec et amorcer des réflexions qu'on va pouvoir entreprendre éventuellement là, en lien avec les différents arrimages possibles avec le projet sylviculture adaptée. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'un noyau?
Donc, un noyau, c'est une zone géographique qui est sélectionnée dans le but de concentrer les efforts de conservation à ces secteurs-là. Et ces secteurs-là sont sélectionnés en raison de la présence de nombreux éléments d'intérêt écologique. Donc, des sites où il y a une forte concentration d'éléments d'intérêt écologique. Et comment ils ont été sélectionnés, ces sites-là? C'est par Environnement Canada, par la démarche de l'Atlas des territoires d'intérêt pour la conservation dans les basses terres du Saint-Laurent. Dans le fond, Environnement Canada a fait une analyse du territoire afin de déterminer où se trouvent ces sites d'intérêt-là. Pour faire ça, ils ont utilisé un filtre grossier et un filtre fin d'analyse du territoire. Et je vous présente rapidement qu'est-ce que contient ces différents filtres-là. D'abord, il y a un filtre grossier. Donc, c'est des secteurs d'intérêt déterminés par des analyses de priorisation multicritères. Ces secteurs d'intérêt-là, en fait, il y en a 5. Il y a les milieux forestiers, les milieux humides, les milieux hydriques, les milieux ouverts comme les friches et les milieux ouverts comme les cultures pérennes. Pour chacun de ces secteurs d'intérêt-là, le territoire est analysé et ces milieux-là sont analysés en fonction de plusieurs critères qui permettent de déterminer lesquels sont les plus d'intérêt, le plus grand intérêt écologique. Si je prends l'exemple des milieux forestiers, l'analyse multicritère pour les milieux forestiers a fait particulièrement ressortir certains milieux plus d'intérêt, comme ceux qui avaient la présence d'espèces fauniques en situation précaire et les peuplements irremplaçables. C'est vraiment 2 critères qui ont été très déterminants dans la sélection des milieux forestiers d'intérêt. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, il y a aussi plusieurs autres critères, mais ça a été 2 critères qui ont ressorti dans l'analyse du territoire pour les milieux forestiers. Et cette analyse-là est effectuée pour l'ensemble de ces 5 secteurs-là. J'ajoute ensuite à ça des critères du filtre fin. Donc, on analyse le territoire et on vient regarder en fait où se situent des sites à plus haute valeur de conservation. Donc, des écosystèmes forestiers exceptionnels, des sites irremplaçables et des éléments ponctuels d'importance pour la biodiversité, tels que des sites de nidification d'espèces d'oiseaux en péril, par exemple. Donc, des petits éléments ponctuels qu'on veut venir ajouter comme éléments d'intérêt dans notre analyse. Donc, ces 2 filtres-là permettent d'obtenir une analyse du territoire et de cibler des secteurs d'intérêt de conservation. Et dans l'analyse plutôt du filtre grossier, il y a une analyse multi-cible qui a été faite par la suite pour illustrer les territoires où se concentrent des mosaïques d'écosystèmes de haute qualité. Donc, et ça a été fait en combinant les résultats de l'analyse réalisée pour les cibles du filtre grossier. Donc, ça consiste, cette analyse-là, à créer des assemblages constitués d'au moins 2 cibles de conservation. Puis, on vient voir, est-ce que si, lors de l'analyse des filtres grossiers, supposons que j'ai des milieux forestiers qui sont ressortis comme étant d'intérêt, est-ce que j'ai d'autres secteurs d'intérêt contigus, donc voisins à ces sites-là, qui sont regroupés dans un même secteur? Donc, ça devient une espèce de site à fort intérêt à cause de la présence de nombreux éléments d'intérêt écologique. Donc, c'est une analyse multi-cible. Donc, je vous présente ce qui en est ressorti de cette analyse multi-cible-là. Ça représente 7461 territoires d'intérêt pour la conservation de la biodiversité dans les basses terres du Saint-Laurent. Donc, plus c'est rouge, plus il y avait de sites un peu d'intérêt écologique accumulés au sein d'un même secteur. Puis, dans le fond, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y en a quand même plusieurs dans les basses terres du Saint-Laurent. Puis nous, on est parti de cette analyse du territoire-là et on est allé regarder où se situaient ces secteurs d'intérêt-là au centre du Québec
On a utilisé les données qui est ressorties de cette analyse-là et on a appliqué aussi notre connaissance fine du territoire du centre du Québec pour produire cette carte des noyaux d'intérêt de conservation du centre du Québec. Et en fait, l'analyse d'Environnement Canada a été faite pour les basses terres du Saint-Laurent, mais le centre du Québec, on est une partie dans les basses terres du Saint-Laurent et une partie dans les Appalaches. Donc, on est venu appliquer la méthode d'analyse aux Appalaches pour venir cibler des noyaux également dans les Appalaches. Donc, ça nous donne 21 noyaux d'intérêt de conservation au centre du Québec, dont 16 dans les basses terres du Saint-Laurent. Et ces noyaux-là, c'est vraiment des zones géographiques qui représentent des mosaïques d'écosystèmes de haute qualité. Donc, ça regroupe des milieux humides et hydriques d'intérêt, des milieux forestiers d'intérêt, des milieux ouverts, des habitats d'espèces en péril et des corridors du réseau de connectivité écologique. En fait, les corridors se rejoignent bien souvent fortement. Là, il y a une forte concentration de corridors dans les noyaux, ce qui fait qu'ils sont connectés dans ce réseau de conservation-là. Donc, les noyaux forment ensemble, à l'intérieur du noyau, il y a une mosaïque d'intérêt pour la faune et la flore. La vision du projet Noyaux, c'est que d'ici 2030, les noyaux d'intérêt pour la conservation de la biodiversité font l'objet de mesures de conservation et sont intégrés à un aménagement durable du territoire. Le but de cette démarche, c'est de conserver la biodiversité au centre du Québec et concentrer les efforts de conservation à ces secteurs-là. À l'intérieur même des noyaux, on a également des espèces prioritaires sur lesquelles on se concentre. Donc, on concentre les efforts de conservation aux noyaux et sur certaines espèces plus particulièrement, donc des espèces en péril, qu'on peut retrouver au sein des noyaux. Je filtre cette image pour vous montrer les espèces sur lesquelles on se concentre associées au milieu forestier. Donc, on a, par exemple, la tortue des bois, l'engoulevent bois pourri, la salamandre pourpre, la griffe des bois, la paruline du Canada, le ginseng à 5 folioles. On a le noyer cendré, donc on a beaucoup d'espèces. On a aussi les espèces de chauves-souris. Donc, beaucoup d'espèces associées au milieu forestier sur lesquelles on fait beaucoup d'actions de conservation dans les noyaux. L'objectif, c'est vraiment de conserver la mosaïque d'habitats d'intérêt pour la biodiversité. Puis là, je fais un rappel qui est toujours bon de faire, c'est toujours bon de faire ce rappel-là, que la conservation, ça comprend la protection, la restauration et l'utilisation durable. Et le projet Sylviculture adaptée va s'insérer dans cet aspect d'utilisation durable-là et aussi la restauration. Puis c'est bon de reparler de la conservation en français parce qu'en anglais, malheureusement, c'est ce qui mêle tout le monde. La conservation, pour les anglophones, c'est seulement la protection. Tandis qu'au Québec, la conservation, la définition, ça rejoint les 3 points. C'est ça. Il y a quand même l'aspect protection dans la conservation, mais c'est bon de se rappeler que les autres aspects font partie de la conservation, dans le fond, du concept de la conservation. Donc là, je vous ai parlé des noyaux, des espèces sur lesquelles on se concentre, donc, et qu'on veut conserver. C'est la mosaïque d'habitats d'intérêt pour la biodiversité. Et là, il y a plusieurs façons de faire dans un aspect qu'on aimerait arrimer le projet Sylviculture adapté avec les objectifs du projet Noyaux. Ben, une idée qu'on pourrait avoir qui nous vient comme ça, ce serait de faire des actions au sein des noyaux qui visent spécifiquement des espèces en péril qui sont présentes. C'est pas une mauvaise façon de penser. Par contre, c'est pas nécessairement dans cette direction-là qu'on veut aller. Vu l'objectif qui est vraiment de conserver la mosaïque d'habitats d'intérêt. Donc, conserver non seulement les espèces en péril, mais aussi l'ensemble de la biodiversité dans les noyaux.
Donc, une solution de ce qui pourrait être fait, c'est faire des actions qui visent la conservation d'une espèce parapluie qui utilise cette mosaïque d'habitat-là afin de conserver les besoins des espèces en péril et de la biodiversité de façon générale. Puis, je rappelle le concept des espèces parapluies. Donc, c'est une espèce végétale ou animale dont le domaine vital et les besoins en matière d'habitat sont vastes et recoupent ceux d'autres espèces, de sorte que si on réalise des actions de conservation sur cette espèce-là, ça va bénéficier d'autres espèces. Donc, en utilisant cette façon de faire-là, on pourrait reconnaître qu'on est dans un noyau et appliquer des pratiques conséquentes à la conservation de l'espèce parapluie qu'on va avoir choisie ou qui est associée à un site d'intérêt. Une autre façon de faire, ce pourrait être de faire des actions qui visent spécifiquement la conservation d'habitats d'importance pour conserver les besoins des espèces en péril et de la biodiversité de façon générale, encore une fois. Donc, cette fois-ci, c'est de reconnaître la présence d'un certain type d'habitat, savoir que cet habitat-là représente un lieu d'importance pour la communauté d'espèces qui l'abritent et avoir des actions conséquentes qui prennent en compte la présence de cet habitat et sa conservation. Donc, c'est une autre façon de voir les choses. Et ça l'amène quand même des questionnements. Donc, quelle espèce parapluie choisir qui permet d'atteindre les objectifs du projet Noyau, de conserver cette mosaïque d'habitat-là? Est-ce qu'il y a plus qu'une espèce? Est-ce qu'il y a une espèce par habitat d'intérêt? Ou on va aller plutôt dans la façon de faire par habitat, donc conserver aussi des services écologiques associés à ces milieux, ces habitats-là. Mais alors, quel habitat choisir? Donc, ça l'amène toutes sortes de questions. Surtout que tout ça, c'est des bonnes questions, mais en fait, il ne faut vraiment pas oublier que c'est des questions associées au risque de déclin également. Donc, il faut trouver une façon d'arrimer les besoins du projet Noyau d'intérêt avec les changements climatiques, les besoins des propriétaires de ces milieux forestiers d'intérêt-là et les besoins des intervenants forestiers. Donc, il faut qu'on ait une procédure décisionnelle assez simple pour être appliquée dans le cadre du réseau de conservation qui est régional, mais assez pointue pour prendre en compte les différents types de sites d'intérêt et les différents noyaux d'intérêt qui sont quand même pas identiques, là. Ils ont quand même des différences entre eux. Donc, gardez en tête la perspective sylvicole, le risque de déclin et ce qu'il faut faire pour réduire ce risque de déclin-là, mais en pensant à la conservation de la mosaïque d'habitats d'intérêt présente au sein des noyaux et les besoins des propriétaires forestiers. Donc, ça fait partie des différentes réflexions qu'on va pouvoir aborder ensemble dans le cadre du comité sylviculture. Puis, je vous laisse sur ces grandes questions-là.